Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette masterclass sur YouTube. Dans cette vidéo, je vais ni plus ni moins que partager avec vous tous les secrets et tous les conseils et toutes les bonnes pratiques que j'ai collectés en plus de 4 ans de publication sur YouTube. Et oui, car depuis plus de 4 ans, je publie en moyenne une vidéo par semaine sur ma chaîne YouTube. Et j'ai testé plein d'approches différentes, plein de styles de vidéos différentes, etc. Et je pense aujourd'hui pouvoir vous faire un guide compréhensif pour vous donner tous mes meilleurs conseils pour que vous puissiez commencer sur YouTube avec le plus de bonnes pratiques possible. Et donc c'est tout l'objet de cette vidéo, justement. Je vais vous présenter un petit peu le sommaire de cette masterclass. Donc, dans un premier temps, on va voir un sujet qui est souvent survolé, mais qui est à mon sens super important, parce qu'il permet d'obtenir une régularité, qui permet ensuite d'obtenir un succès. C'est la méta-organisation qu'on va utiliser pour justement avoir un bon calendrier de publication, stocker nos idées de vidéos, etc. Je vous présenterai donc deux options. Ensuite, on abordera le sujet des idées de vidéos, des idées de sujets. Parce que souvent, c'est ça qui bloque au départ. Et moi, je vais vous expliquer qu'il vous faut forcément avoir une liste d'au moins 100 sujets que vous pouvez traiter, qui est listé quelque part dans votre système d'organisation. Donc, il va falloir qu'on génère ces 100 idées de sujets, et ensuite, il va falloir qu'on sache comment les prioriser grâce à des techniques que je vais vous apprendre, comme par exemple la technique du cocon SEO, qu'on verra juste après. Ensuite, on va commencer à préparer ces vidéos. Parce qu'il y a une approche que je vais vous transmettre qui est qu'il faut toujours commencer à réfléchir ces vidéos par le titre et la miniature de la vidéo. Parce qu'en fait, ce qui va faire le succès d'une vidéo sur YouTube, c'est toujours son titre et sa miniature. Parce que c'est ça qui vont faire que les gens ont envie de cliquer dessus, que ça attise leur curiosité. Donc si on commence pas notre processus de création par le titre et la miniature, on va forcément fail la vidéo, ou en tout cas c'est probable. On n'essaye pas de mettre un titre et une miniature au moment de publier la vidéo en rapide. Non, ça devrait être la première étape de notre processus de création. Et donc je vous expliquerai comment penser des bonnes miniatures, etc. Et je vous ferai une démo avec l'IA. Parce que j'utilise l'IA moi maintenant pour m'aider à 100% là-dedans en fait. Ensuite, je vous expliquerai comment scripter ces vidéos, ou plutôt je vous redirigerai vers une masterclass que j'ai déjà fait, qui couvre en détail, comment créer un bon contenu, c'est ce qu'il y a en dessous juste ici. Ensuite, je vous parlerai de comment créer ces miniatures. Donc, je vais plutôt vous rediriger en réalité vers des ressources pour apprendre à maîtriser des logiciels photo. Et enfin, je vous parlerai du montage, comment on peut faire pour monter des vidéos ou pour déléguer le montage. Je tiens à préciser que sous cette vidéo, vous aurez donc accès à un résumé IA de tout ce que je vais dire. Donc, si vous voulez à un moment retrouver une trame textuelle qui couvre justement le sujet de cette vidéo, vous pourrez retrouver ça sous la vidéo. Et vous retrouverez également, donc sur mon blog encore une fois, sous la vidéo, le lien pour accéder à cette carte mentale qui est devant moi et qui va me servir comme plan pour toute cette vidéo. Mais pourquoi je vous la donne, c'est parce qu'il y a également ici 3 liens vers des ressources qui sont en fait des guides. C'est des guides avec tous les conseils principaux que je peux vous donner sur justement les titres, les miniatures et globalement comment faire une bonne vidéo. Donc ces guides-là sont super utiles et vous pourrez les retrouver sous la vidéo dans le lien de la carte mentale. Je crois que tout est dit, on peut commencer à rentrer dans le vif du sujet. Et, ah non, dernier truc, sous la vidéo, vous retrouverez également les timecodes pour chaque chapitre de la vidéo. Donc si vous voulez par exemple un jour revenir uniquement à la partie scripter ces vidéos, vous verrez sous la vidéo qu'il y aura le timecode à 46 minutes, vous trouverez par exemple scripter ces vidéos. Voilà. On a fini l'introduction, je peux passer maintenant au contenu. C'est parti pour la méta-organisation sur YouTube. Donc, durant les 4 ans sur YouTube, j'ai testé 2 grands systèmes d'organisation. Un avec Notion, sous forme de base de données, et un sans Notion, beaucoup plus organique, que je vais vous présenter maintenant. Commençons donc par celui avec Notion. Donc Notion, si vous ne connaissez pas, c'est un logiciel de prise de notes, et il y a une fonction qui est très bien, c'est que ça vous permet de créer des bases de données. Donc une base de données, bon en gros c'est comme un tableau Excel, mais chaque ligne, ça correspond à un objet, si on veut, qui a des propriétés. Donc là par exemple, on a cet objet-là, qui est réaction à des vidéos de productivité toxique, et cet objet-là, qui en fait, on pourrait le considérer comme une note, mais appelons-le objet, il y a plusieurs propriétés qui vont définir cet objet. Bon, je pense que tout le monde a déjà travaillé avec des bases de données aujourd'hui, donc je ne vais pas m'étendre trop là-dessus. Et donc ce qui est pas mal, c'est qu'on peut voir en fait toutes nos vidéos sous différentes formes. Par exemple, on a une forme état ici,
avec une vue Kanban, par exemple. Ah ok, voilà toutes mes idées, elles sont là sur la gauche. Quand je les ai écrites, je passe dans écrites, hop. Et puis ensuite dans tourner et ainsi de suite. Donc ça me permet de suivre sous forme de flux de production en fait mes vidéos avec État. Ça me permet également de voir dans mon calendrier ce qu'il en est. Et si vous utilisez Notion Calendar, vous pourrez voir que vous pourrez aussi l'ouvrir dans votre propre calendrier. Donc voilà, c'est pas mal. Ça permet de tout rassembler en fait au même endroit. Et donc de voir en fait ici les statuts des vidéos, d'avoir une vue d'ensemble et de savoir voilà, quelles sont les prochaines vidéos qui vont être publiées avec leur date de publication, etc. Donc si vous êtes quelqu'un qui aime bien les trucs un peu architecturaux comme ça, vous pouvez tout à fait réemployer un template comme celui-ci. Je vous laisse mettre pause et prendre le truc. Moi, vous voyez, j'avais un process où, en gros, il y avait des automatisations qui se lançaient. Quand moi, j'avais marqué tourner, ça envoyait un message au monteur. Le monteur pouvait monter. Quand c'était révision, ça envoyait un message à mon assistante qui ensuite revoyait la vidéo, mettait des corrections. Correction, c'est quand elle avait fini de faire la révision et ensuite prête, programmée. En fait, ils se renvoyaient la balle les deux et moi, en fait, j'arrêtais de toucher la vidéo à partir de tourner. Voilà, bon, je vous explique ça juste pour vous dire que on peut vraiment aller loin avec Notion. Et si vous voulez un truc vraiment bien organisé, vous pouvez faire ça. Et du coup, pour mettre toutes vos idées, vous avez simplement à les déposer dans le tableau ici, depuis votre téléphone, depuis n'importe où. Vous les déposez et vous les mettez ici au stade d'idées. Du coup, si vous voulez simplement avoir le flux de production, vous regardez comme ça les vidéos qui sont en cours, ou en calendrier, ou bien simplement comme ça, en enlevant, grâce à un filtre, les trucs qui sont au stade d'idées, par exemple. Statut, hop, is not idée. Voilà, donc là, hop, on enlève toutes les idées et on reste que sur l'actif. Et puis si vous voulez avoir que les trucs qui sont idées, vous pouvez faire l'inverse, quoi. Donc voilà, c'est pas mal, c'est assez versatile et vous pouvez aussi capturer toutes vos idées à l'intérieur. Moi maintenant, j'ai un peu changé de ça parce que je suis plus en fait dans une démarche de production et puis aussi globalement, j'ai un truc qui est beaucoup plus cool où moi je publie je fais juste des vidéos d'avance dans un dossier et ensuite c'est en l'occurrence mon bras droit Emmanuel qui s'occupe de tout. Donc il s'occupe de contacter le monteur, etc. Donc moi je fais plus grand chose. Du coup, j'ai juste une petite organisation simple dans mon Obsidian. Et je vais vous montrer dans tous les cas, c'est la base de ce que vous voulez avoir, c'est ce que j'ai noté ici. C'est une vue Kanban des vidéos en cours, je n'ai pas mis une liste d'idées, et puis un calendrier en plus dans son calendrier, pour savoir quand est-ce qu'on publie les trucs. Donc moi c'est comme ça que je m'organise. J'ai une liste de beaucoup de sujets sur lesquels j'aurais envie de parler. On va voir comment la créer ensemble plus tard. Ensuite, j'ai un content dashboard avec donc toutes mes vidéos qui sont en cours d'écriture plus ou moins. C'est comme sur Notion en fait, au stade d'idée, en écriture, à tourner et prêt. Et moi j'aime bien être ici parce qu'en fait j'écris voilà, mes vidéos directement dans Obsidian, mon logiciel de prise de notes, parce que souvent j'ai mes notes qui sont liées, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, voilà. Oui, je peux intégrer mes différentes idées, je peux intégrer des trucs que j'avais déjà avant. Donc voilà, moi j'aime bien écrire mes scripts ici et avoir mon organisation dans mon logiciel que j'utilise tout le temps. Donc voilà comment je m'organise avec mes sujets, mon content dashboard. Et ensuite, dernière étape de l'organisation, c'est un calendrier. Je vais mettre pause pour vérifier qu'il n'y a rien de compromettant et je vous le montre. Voilà, vous pouvez voir ici le calendrier de publication. Ici, vous voyez, chaque truc en jaune, là, en orange, pardon, c'est un calendrier supplémentaire que j'ai créé, qui est uniquement dédié à ma publication de contenu. Et donc dessus, simplement, je mets chaque samedi, en l'occurrence, moi, quelle vidéo va être publiée. Et du coup, ça permet à toute l'équipe, etc., de se coordonner. Tout le monde a ajouté ce calendrier-là à son propre calendrier. Et ça marche très bien comme ça. Donc vous pouvez aussi avoir ça comme ça. Voilà, c'est des suggestions d'organisation. Mais globalement, ce qu'il vous faut pour l'organisation, c'est une liste de sujets, avec tous les sujets et toutes vos idées de sujets dans lesquels vous pouvez capturer rapidement des idées. Un content dashboard sous forme de Kanban, je pense que c'est l'essentiel, et un calendrier. Et si vous voulez avoir tout ça à la fois, vous pouvez tout mettre dans une base de données avec plusieurs vues sur Notion. Voilà, je crois, mes petites astuces d'organisation. Voilà. Globalement, je peux ajouter quelques points sur la méta-organisation. L'idée, c'est de toujours avoir au moins 2 mois d'avance dans votre planification de quelle vidéo vous allez publier quelle semaine. Donc sur votre calendrier, il faut que si vous êtes en janvier, jusqu'en mars, jusqu'à fin mars, ou fin février, non fin mars, mi-mars disons, vous ayez chaque semaine dans votre calendrier la vidéo que vous allez publier jusqu'à mi-mars. Donc voilà, il faut que vous ayez vraiment beaucoup d'avance. Et ensuite, moi, ce que je vous recommande, c'est d'avoir toujours 4 vidéos tournées d'avance dans un buffer, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut vous arriver. Et vous, votre seul objectif en tant que créateur, c'est garder la régularité. Donc, c'est important d'avoir ces 4 semaines d'avance de vidéos tournées en guise de buffer. Ensuite, 1 ou 2 vidéos montées d'avance, ça c'est idéal.
Et ensuite, le reste, peut-être 2 vidéos en plus scriptées. Ça, ce serait vraiment, vraiment l'idéal. Ça voudrait dire que si vous êtes là le 1er janvier, ça voudrait dire que vous avez, en gros, les 2 prochaines vidéos, donc en gros de la semaine du 1er janvier et la semaine du 7 janvier, qui sont déjà prêtes à être publiées, donc montées. 4 de plus qui sont montées, c'est-à-dire que ça nous amène à mi-février, et 2 de plus qui sont scriptées, ce qui nous fait au total donc 8 vidéos de quasiment prêtes, donc ce qui nous amène en fait à fin février. Donc finalement, on devrait toujours avoir 2 mois de décalage entre le moment où on tourne une vidéo et le moment où on la publie. Voilà, ce serait ça un peu l'idée. Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça? C'est parce qu'on veut s'assurer encore une fois que tout est smooth et qu'on n'aura jamais de trou dans notre publication, parce que vous allez voir que ce qui est compliqué au début, c'est l'inertie. C'est l'inertie pour faire démarrer la machine. Mais quand on est parti, et on a le momentum, et ensuite on peut continuer à avancer beaucoup plus facilement. Mais dès qu'on s'arrête pendant des trop longues périodes, et je le sais, mon truc YouTube, c'est horrible de se remettre dans «Ah putain, qu'est-ce que je vais publier? Pourquoi? Comment? C'est quoi le sens de ma vie?» Enfin oui, on rentre dans ces questions-là alors que ça vaut pas le coup en fait. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir donc 2 mois d'avance, au moins sur la planification, voire 3 mois, et ensuite au niveau de ces 2 mois, 2 vidéos montées, 4 vidéos tournées en plus, et puis 2 vidéos scriptées si possible. Voilà. Donc au début ça prend un peu de temps avant d'avoir cette avance, mais en revanche c'est une fois que vous l'avez, vous la perdez pas quoi. Bien, la méta-organisation étant couverte, je pense qu'on peut passer maintenant à la partie idée de sujet. Donc, moi je vais vous partager 3 approches que j'aime beaucoup. En réalité, je vais peut-être commencer par celle-ci, qui est l'exercice «Ce que j'ai à dire». Donc, comment faire cet exercice? C'est très simple, vous prenez une carte mentale où vous voulez, ou même vous le faites en papier si vous ne savez pas comment faire ça. Dessus, vous mettez donc idée de sujet. Ok. Une carte mentale, d'ailleurs, je fais un petit aparté, c'est une très bonne forme pour stocker toutes vos idées de sujet. Moi là je l'ai sous la forme d'une note ici, mais c'est pas forcément le plus judicieux parce que c'est pas très lisible, visible, on voit pas dans quel sujet c'est. Si je mettais ça sous forme de carte mentale comme ici, là ce serait vraiment beaucoup mieux. Ok, idée de sujet. Donc ici vous allez mettre donc d'abord les grandes thématiques sur lesquelles vous voulez parler. Donc par exemple, moi j'ai envie de parler sur la prise de notes, la productivité ou l'organisation, la créativité, j'ai envie de parler sur la danse, j'ai envie de parler sur... Voilà, c'est à peu près ça. Ensuite, vous allez mettre dans les sous-sujets, sur l'IA aussi, voilà. Vous allez mettre ensuite maintenant dans les sous-sujets. Voilà, on est bon. Vous allez mettre dans les sous-sujets maintenant des grandes branches de chaque discipline. Par exemple, IA, je vais faire du prompting, de dev avec IA. Ok, s'il n'y a pas de sous-catégorie, il n'y a pas de problème. Donc créativité, être plus créatif, la créativité pour la spiritualité. Voilà, par exemple, c'est mes 2 trucs principaux. Organisation, pareil, vous allez mettre les grandes catégories, etc. Une fois que vous avez fait ça, donc là c'est le travail préliminaire, vous allez rentrer donc dans le vif du sujet, dans le vif de l'exercice. Et voilà à quoi consiste le vif de l'exercice. C'est de vous demander qu'est-ce que je peux transmettre, quels sont les conseils principaux que je peux donner sur chaque thématique. Et donc là, vous allez mettre un timer. Et pour chaque branche, vous allez passer, ça dépend si c'est une grande branche ou une sous-branche, entre 2 et 5 minutes. Mais on va dire qu'on va faire une génération d'idées maximum en 2 minutes pour nous. Donc on met le chrono, on met start. Et hop, c'est parti. On se dit, ok, quels sont tous les sujets que j'ai envie d'aborder sur la prise de notes. J'ai envie d'aborder les meilleurs logiciels. Ça, absolument. J'ai envie d'aborder les méthodes qui ne marchent pas. J'ai envie d'aborder comment créer à partir de ces notes. J'ai envie d'aborder comment prendre des notes sur tous les contenus sans effort. J'ai envie de parler de pourquoi X logiciel n'est pas bon. Et vous voyez, vous continuez comme ça, et vous générez en 2 minutes, et vous n'arrêtez pas le chrono évidemment à la fin des 2 minutes, toutes les idées de sujets en fait que vous pourriez générer sur chaque thématique. Donc peut-être que l'exercice va vous prendre 1 ou 2 heures, en fonction du nombre de sujets que vous voudrez couvrir, mais à la fin, vous devriez vous retrouver avec une liste de minimum 50 à 100 sujets que vous voulez couvrir.
Donc moi, j'ai une chaîne YouTube qui est assez diverse en réalité. Je parle de plein de trucs à la fois, ce qui n'est pas forcément la meilleure chose. Clairement, si j'avais focus, par exemple, la prise de notes et la productivité pendant 4 ans, aujourd'hui, j'aurais peut-être 200 000 abonnés. J'en ai que 36 000 parce que j'ai fait des trucs sur la danse, la spiritualité, ceci, cela. Donc c'est pas forcément la meilleure solution pour voilà, faire grossir une chaîne en termes de stratégie. Donc voilà, donc du coup, si vous avez, par exemple, vous décidez de vous mettre uniquement sur prise de notes, organisation IA, donc qui est peut-être une niche un petit peu euh, précise, et ben, n'hésitez pas à aller plus en profondeur dans chaque sujet. Par exemple, vous pouvez demander par exemple à une IA de vous donner voilà, quelles sont les sous-branches de la prise de notes. Tu as les logiciels, les méthodes, les protocoles, les médiums, les outputs, bon je sais pas, tu as plein de sous-branches. Et ensuite, du coup, par sous-branche, essayez d'être encore plus spécifique. Dans tous les cas, à la fin de cet exercice, il vous faut avoir au moins 100 idées de sujets sur lesquels vous pourriez écrire. Voilà. Enfin, créer des vidéos en l'occurrence. Voilà, donc je vous invite à faire cet exercice, vraiment, ça fait une énorme base. Moi, je pense que la plupart de mes idées de sujets ici sont finalement retirées d'un brainstorming de ce type. Voilà. Ok. Bien. Donc voilà pour le premier protocole qui est ce que j'ai à dire. Finalement, vous sortez un petit peu de vous tout ce que vous avez à dire. Et vous allez voir qu'en faisant cet exercice, ça va vous générer des milliers d'idées. Et au fil des jours qui suivent, n'hésitez pas à compléter cette carte mentale dès que vous en avez l'occasion. Je vous propose maintenant de passer à la seconde approche peut-être, qui est celle des insights valeurs. Donc sur mon site, vous retrouverez, et je vais vous mettre du coup, le lien est dans la carte mentale dans tous les cas, vous retrouverez donc une masterclass que j'ai faite sur comment créer un bon contenu. Et dans cette masterclass, la première partie, c'est comment générer de bons insights. Parce que je dis en fait, voilà, pour créer un bon contenu, avant tout, il faut que le fond soit intéressant. Et donc, je vous propose maintenant de générer un insight ensemble. Et donc, je vous fais passer par un protocole qui est justement créer une carte mentale de votre sujet, ensuite créer des valeurs, etc. Et je vous montre en fait comment on le fait après. Par exemple, je l'ai fait sur ma thématique. Et j'ai créé plein de nouveaux insights originaux. Et je pense que c'est peut-être, si vous arrivez à vous approprier ce protocole de génération d'insights, c'est peut-être le protocole le plus puissant que j'ai transmis, parce qu'il vous permet non pas de faire des vidéos sur les meilleurs logiciels pour prendre des notes, mais pourquoi il existe un type de logiciel de prise de notes qui trie les notes par silo qui n'est pas bon, tu vois. Et donc vous générez un insight unique qui va faire en sorte que quand les gens découvrent votre contenu et tombent dessus et le regardent, ils sont bluffés parce que vous leur transmettez une nouvelle perspective sur le sujet, un nouvel insight. Et justement, ce que je disais dans cette vidéo, c'est quoi un insight? C'est quelque chose qui fait avoir un wow moment à la personne. C'est-à-dire, waouh, putain, je viens de comprendre pourquoi j'ai jamais réussi à adopter un logiciel de prise de notes. Grâce à cet insight que tu me partages, du silo vs l'émergence. Peut-être. Voilà, et donc du coup, c'est ça que vous pouvez chercher en fait à transmettre dans vos contenus, des insights, des choses qui font avoir des wow moments, qui vous démarquent réellement de vos concurrents. Et donc, voilà, il y a un protocole que je vous transmets dans cette vidéo, qui dure 55 minutes là. C'est un protocole qui est plus intense que le précédent parce que c'est pas juste tiens, sur quoi j'aimerais parler, mais c'est vraiment ok, qu'est-ce que j'ai à apporter en fait, au fond de moi, au monde, de nouveau, et comment je génère quelque chose de nouveau, en fait, de nouvelles idées. Et donc ça va peut-être aller vous chercher un peu plus loin, mais c'est à mon avis une excellente manière de trouver des choses intéressantes à dire. Donc je vous mets le lien vers cette masterclass, je ne vais pas en parler plus parce que je vous recommande de la regarder et ça va répéter 2 fois si je répète le contenu de la masterclass, sachant qu'à mon avis elle est très bien. On parle vraiment de concepts intéressants sur ce qui mesure la qualité d'un bon contenu en fait. Selon moi c'est la résonance fois la nouveauté avec d'autres frameworks d'évaluation, etc. Donc écoutez, je peux vous recommander d'aller voir cette méthode. Et enfin dernière approche, c'est l'approche du cocon SEO. Donc l'approche du cocon SEO, c'est peut-être la plus pragmatique d'entre toutes, parce qu'elle se base sur des données, non pas internes, de tiens, sur quoi j'ai envie d'écrire. Là, ça se base sur, non, de quoi le monde a besoin et qu'est-ce qu'il cherche. Donc, en gros, pour faire cette approche, il va falloir que vous preniez un abonnement à Ahref. Si vous allez dans pricing, ça a l'air un peu expensive, mais en fait, juste en dessous, vous avez un tarif pour beginner qui est à 27 € par mois. Et je vous recommande, mais ultra chaudement de le prendre juste un mois. Donc ça fait 27 €. Je sais pas combien c'est de café, mais bon, c'est à Londres, c'en est 5. Donc mais bon, voilà, c'est pas cher, prenez-le. Commencez pas voilà, à être en résistance, je vais pas payer 27 €, prenez-le.
Et vous allez voir que c'est merveilleux. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre, grâce à leur onglet Keyword Explorer, ça va vous permettre d'avoir des super insights sur les mots-clés sur lesquels vous allez pouvoir vous placer. Moi, si on regarde ma chaîne YouTube, au début, j'ai fait en fait un sorte de cocon de vidéos qui répondent à des mots-clés qui sont proches, qui répondent à des enjeux pour les gens qui sont très proches. Et donc à la fin, en fait, j'avais un énorme maillage de vidéos, ce qui fait qu'en fait, on regarde toutes mes premières vidéos, elles sont plus ou moins bien vues. 80 000, 35 000, 133 000, 26 000, 23 000, 22 000, 16 000, vous voyez, enfin, il y a quand même 200 000, enfin, il y a quand même pas mal de vues. Euh, il y a quand même pas mal de vues pour chacune de ces vidéos. Aussi parce que c'est des vidéos qui sont très bien maillées. À la fin des vidéos, je peux renvoyer vers d'autres vidéos qui répondent à des sujets qui sont très proches, qui répondent à des questions que les gens se posent, etc. Et c'était des vidéos assez courtes, voilà, entre 10 et 5 minutes, quoi, qui répondaient à des questions que les gens se posaient vraiment. Et en fait, c'est finalement ces vidéos-là, si on regarde dans mes analytics, qui ont fait monter la chaîne. Je vais vous montrer un peu dans ce qui me rapporte le plus de vues, mais c'est clairement mes vidéos qui sont les plus anciennes. Vous voyez, si on va voir les plus populaires sur la période donc des 28 derniers jours, bon, il y a mes dernières vidéos que j'ai sorties parce que voilà, elles font des vues. Mais derrière, prendre des notes sur iPad, un tutoriel, retenir tout ce qu'on lit, 6 techniques qui marchent vraiment, c'est des vidéos que j'ai publiées il y a 4 ans qui me rapportent en fait la plupart de mes abonnés. Si on va voir par exemple cette vidéo, combien d'abonnés elle m'a rapporté? Peut-être 3400, 662 euros. Et c'est une vidéo qui dure 6 minutes que j'ai passé 0 minutes à faire, quoi. Et enfin, j'ai passé peut-être une après-midi. Donc faut pas sous-estimer en fait les vidéos qui sont bien placées sur un mot-clé. Parce que si on va voir ici d'où vient l'audience, on va voir qu'elle vient à 100% quasiment de la recherche YouTube. Et il faut absolument que je retrouve du coup où est-ce qu'on voit ça. Voilà, recherche YouTube 47%, suggestion de vidéo 16%. Mais et externe, ça doit être Google en fait. Voilà, Google Search 59%, du trafic externe qui représente 10%. Donc en fait, ça fait plus de 60% de la vidéo qui vient en fait de Google. Enfin, plutôt pardon, de la recherche YouTube, des gens qui tapent lecture rapide en l'occurrence. Donc naturellement, c'est pas une vidéo à laquelle j'aurais pensé, mais c'est une vidéo qui m'est venue justement en faisant l'approche que je vais vous montrer du Keyword Explorer juste ici. Voilà, donc du coup, j'ai eu cette idée de sujet parce que j'ai vu que c'était un sujet connexe à la prise de notes qui était intéressant pour les gens, qui était beaucoup tapé sur YouTube et sur Google. Et donc, bah voilà, je me suis dit, bah tiens, je vais faire une vidéo là-dessus. Et finalement, ça m'a rapporté 3400 abonnés, ce qui est vraiment conséquent quand t'as 36 000 abonnés. Voilà. Excusez-moi, j'ai tapé sur ma table parce que je voulais. Mais du coup, j'espère que ça vous a pas dérangé les oreilles. Je vous propose donc maintenant de vous expliquer comment marche cette approche. Donc, dans Keyword Explorer, vous allez voir ici, vous allez pouvoir taper des mots-clés que vous voulez rechercher. Donc, en l'occurrence, là, vous pouvez repartir, par exemple, de votre liste que vous aurez listée après l'approche de ce que j'ai à dire. Et vous pourrez lister donc vos mots-clés principaux. Donc, par exemple, moi, en fait, je l'avais déjà juste avant. Voilà. Je vais prendre ça. Best note-taking apps, how to take notes, note-taking method aux United States. Je vous recommande vraiment d'écrire en anglais et d'aller voir aux États-Unis. Parce qu'en France, il y a beaucoup moins de volume et globalement, Ahref est moins entraîné sur les sites français. Donc, si vous parlez anglais, c'est mieux de taper tout ça en anglais. Et ensuite, vous vous dites, dans tous les cas, c'est à peu près pareil en France, quoi. Il y a pas, avant que vous soyez sur un sujet qui est à la mode, genre T-Matcha ou je sais pas quoi, qui est peut-être plus développé aux States qu'en France. Voilà, mettez United States et mettez en anglais si vous pouvez. Sachant que je crois que l'outil est dispo ouais, l'outil est aussi dispo en français si vous voulez. Donc vous tapez ces mots-clés et là vous avez donc déjà pour chaque mot-clé une analyse assez intéressante. Donc par exemple, ici vous avez le mot-clé. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez avoir toutes les caractéristiques étendues qui sont aussi répertoriées juste ici sous forme de petits tableaux là, de petite interface. Mais si vous cliquez dessus, vous avez évidemment la globalité de l'analyse du mot-clé. Donc, Best Note-Taking Apps, aux États-Unis, c'est 7000 recherches mensuelles. Donc, en l'occurrence, c'est un petit mot-clé. C'est pas un mot-clé très, très populaire. Il n'y a pas de gens qui cherchent ça plus que ça. Ok, intéressant. Donc, 17 000 personnes au total, en comptant India, United Kingdom et tout. Keyword Difficulty, en fait, il donne un score en fonction du nombre de compétiteurs qui cherchent à se placer sur le même mot-clé. Et, en plus de ça, il combine ça avec la réputation des gens qui sont déjà classés sur ce mot-clé. Donc par exemple, si on tape Best Note-Taking App sur Google, et ben voilà ce qui va ressortir. Ce blog, donc c'est des gros blogs quand même.
Et donc, du coup, il va dire que c'est assez difficile parce qu'ils ont une réputation de domaine de 449 avec un... Ah non, domaine réputation de 91, pardon, avec beaucoup de backlinks. Enfin, voilà, c'est conséquent. Donc, en l'occurrence, là, c'est compliqué de se placer. 46 de keyword difficulty, c'est trop. Quand on débute, c'est trop. Voilà. Donc, j'espère que c'est à peu près clair sur l'interface. En gros, vous avez une barre de recherche pour taper un mot-clé ou plusieurs mots-clés. Vous pouvez en taper jusqu'à, je sais pas, 100, 200. Ensuite, ici, ça vous donne ensuite du coup la liste des mots-clés. Vous avez une rapide visualisation des caractéristiques principales. Donc Keyword Difficulty 46, bon c'est quand même conséquent. Search Volume de 7000 par mois, bon c'est pas mal en vrai. C'est quand même pas mal de volume. Et 200 de Search Volume par exemple pour notre Taking Method. Et ensuite vous avez bon, d'autres informations mais dans lesquelles je ne vais pas rentrer en détail. Tout ce qui est après le reste sur le... Voilà, quels autres blogs sont placés sur le mot-clé et tout, c'est pas forcément intéressant pour vous, parce que vous êtes sur YouTube, vous n'êtes pas sur Google. Et dans tous les cas, les vidéos YouTube ressortent avant dans les résultats Google. Quand on tape maintenant une question, souvent on a un extrait de vidéo YouTube qui sort. Donc, du coup, vous par contre, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur YouTube et retaper votre mot-clé pour savoir qu'est-ce qui ressort en fait. Quand on tape Best Note Taking App, qu'est-ce qui ressort? Ça va être Thiago Forte ou Ali Abdal. Ah ouais, non, on en a une nouvelle. Ah oui, for iPad. Ah, on a que for iPad. Cette vidéo-là qui est pas mal, ok. Donc on voit qu'il y a une compétition, mais on peut voir aussi comment est-ce qu'on peut plus placer différemment, etc. Donc vous pouvez compléter en fait la recherche de mots-clés par une recherche sur YouTube directement. Ok, bon, vous avez compris un peu l'interface principale de Overview. Vous avez un Ad History, ça on s'en fout. C'est juste les gens qui ont mis des publicités payantes sur Google pour ce mot-clé. Mais globalement, là, ce qui va nous intéresser, nous, c'est ces catégories-là. C'est Matching Terms, Related Terms et Search Suggestions. Donc, si on va dans Matching Terms, on voit que, par exemple, Best Note Taking App, voilà, ça va nous, en fait, nous donner d'autres mots-clés qui sont en lien, pas loin dans l'intelligence de Google, quoi, et de YouTube, du coup, qui sont pas loin dans les intérêts similaires, quoi. Donc, du coup, Best Note Taking App, ça peut donner Best Note Taking App for iPad, How to Take Notes, Cornell, c'est une méthode de prise de notes pour moi qui est très recherchée. Je sais pas pourquoi, parce que je pense qu'on en parle un peu à l'école, etc. Donc je sais que moi, par exemple, j'ai écrit un article dessus et une vidéo YouTube qui a bien marché dessus, parce que, mais juste parce que en fait, ça faisait du trafic. Moi, je m'en fous de cette méthode de prise de notes et tout, mais ça m'a rapporté peut-être 1000 abonnés. Et vous voyez, c'est ça l'intérêt du SEO, c'est qu'on fait des choses que les gens recherchent et pas qu'on veut faire. Moi, j'aurais fait des trucs sur des méthodes de prise de notes obscures, avec l'intelligence du cosmos, je sais pas quoi. Là, non, c'est très concret, c'est Cornell, c'est ce que les gens recherchent. Donc voilà, ça vous donne plein d'idées de trucs. Donc par exemple, voilà, on voit qu'il y a pas mal de choses à propos du... Ouais, ok, on a la méthode de l'outline, on a pas mal de trucs à propos des étudiants, on a pas mal de trucs sur un livre, How to Take Notes on a Book. Alors ça, c'est assez intéressant. On peut rajouter ça. Merde, j'ai perdu le book. Mais How to Take Notes on a Book, c'était une bonne... Pardon. Bon, on peut cliquer dessus, je pense, voilà, pour voir ce qui se passe, et d'autres termes qui sont suggérés. En fait, voilà, vous n'avez pas besoin de maîtriser à 100% l'interface, vous vous baladez juste partout et ça va vous donner plein d'idées. Avec, du coup, des informations sur combien de recherches sont vraiment effectuées sur ce mot-clé par mois, et quelle est la search difficulty pour chaque mot-clé. Donc, how to read a book, how to take notes on a book, voilà. Ok, donc ça c'est les matching terms. Maintenant on a un deuxième onglet qui sont les related terms. Donc related terms, tout ce qui est proche, mais pas qui ne match pas forcément. Donc free, par exemple, free c'est ce qui est souvent ajouté. Donc free note taking apps, donc les meilleures applications de prise de notes gratuites. OneNote, Evernote, c'est des choses qui ont des gros volumes de recherche. Donc peut-être qu'un tutoriel sur ces logiciels pourrait être intéressant. Cornell Notes, pareil, ça pourrait être de même intéressant de faire des trucs dessus. Et ce qui est aussi intéressant, c'est les search suggestions, qui là du coup sont vraiment des trucs, des intentions de recherche que les gens ont sur des mots-clés. Et donc là c'est intéressant. J'essaie de meubler comme je peux en parlant. Mais ça prend un peu de temps, donc je vais mettre pause la vidéo. Ah non, c'est bon. Donc voilà, Best Note Taking Notes, Best Note Taking App, Best Note Taking App for iPad. Par exemple, moi j'avais aucune intention de faire une vidéo sur les iPads. Cependant, c'est absolument fou, mais c'est encore une fois, comme vous l'avez vu, ma vidéo qui est la plus vue. Cette vidéo m'a rapporté, je sais pas combien de vues elle a 137 000 vues, et elle m'a rapporté 1000 abonnés. Ce qui pour moi est incroyable, 600 euros. Enfin, c'est fou pour une vidéo de 9 minutes.
Parce que, donc je compte absolument pas la faire au début, mais je me suis dit je vais la faire parce que on voit que dans la Search Suggestion, il y a quand même pas mal de personnes qui recherchent comment prendre des notes sur iPad, quasiment autant, voire plus, que de gens qui recherchent comment prendre des notes tout court. Et donc, cette vidéo a très bien marché. Pareil, Cornell, ça revient ici aussi. IA, aujourd'hui, peut-être que là, vous voyez que c'est une trend qui monte. Et là, c'est la projection de Ahref. On dit que ça va encore monter. Donc, je me dis, putain, ok, je pourrais faire des trucs sur comment prendre des notes en mode IA. Je pense que privacy ressort de plus en plus aujourd'hui si on va regarder. Aujourd'hui, faire une vidéo sur la privacy pour le note-taking, ça pourrait être intéressant aussi. Outline notre méthode, textbook. Vous voyez qu'il y a voilà, beaucoup de recherches que les gens font auxquelles on peut répondre en fait. Voilà. Bien, j'en ai fini. Maintenant, comment faire usage de tout ça maintenant que je vous ai présenté la plateforme? Eh ben, ce qu'il faut faire, c'est ajouter ces mots-clés à chaque fois qui vous intéressent, les mots-clés qui résonnent avec vous en fait. Vous les ajoutez à une keyword list. Donc là, on va mettre YouTube IDs. Dans le folder, non, voilà, très bien. Create. C'est ajouté à YouTube IDs. Là, pareil, en fait, tout ce qui nous plaît, on l'ajoute à YouTube IDs. Vous pouvez aussi évidemment sélectionner tac, tac, tac. IA, on a dit que c'était intéressant. Smart Notes, ok, donc ça c'est sur un livre. Donc c'est intéressant de le faire aussi. Un résumé de ce livre, par exemple. Intéressant. Format, ouais. YouTube, tout ça. Free, voilà, Free, on l'a aussi, qui est une recherche quand même assez développée. Hop, tout ça, hop, on peut faire ici Add to et hop, notre liste. Pareil dans les Related Terms et pareil dans les Matching Terms, on peut ajouter pas mal de choses à notre liste. Ok. Peut-être que aussi, si j'ajoutais mind map et tout, je pourrais avoir d'autres trucs. Voilà, vous pouvez vraiment ajouter plein d'idées qui vous viennent sur votre thématique. Par exemple, si on est dans l'art thérapie, on pourrait penser à journal créatif, à tarot créatif, à comment se guérir par l'art, méthode de thérapie alternative. Enfin, voilà, on peut vraiment, voilà, on peut aller un peu large et voir ce qui nous inspire dans notre domaine. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir retrouver notre keyword list juste en bas ici. Et ensuite prendre tout ça, et si vous voulez, vous pouvez par exemple exporter tout ça en CSV. Voilà, bon, apparemment, il faut que j'upgrade pour unlock the export. Donc, parce que moi j'ai le plan à 27€, comme peut-être le vôtre. Donc, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin d'export dans ce cas-là. Vous pouvez copier peut-être et coller dans un Google Sheet, je sais pas. Mais sinon, vous pouvez simplement prendre un Google Sheet et noter les keywords qui vous sont proposés. Voilà, par exemple, voilà. Sinon, vous prenez votre carte mentale et vous pouvez le remettre dessus. Voilà. Donc, voilà, c'est ça en fait l'outil et ce que je vous propose de faire avec cette méthode SEO pour trouver des sujets. Pour faire un petit récapitulatif de ça. L'objectif de cette partie, c'est donc d'avoir une liste d'au moins 100 idées de sujets sur lesquels vous allez pouvoir parler. Ces sujets, ils vont venir de spontanément ce que vous avez envie d'exprimer, l'exercice pour créer des nouveaux insights, des vidéos donc, qui sont vraiment différenciantes, sachant que vous pouvez aussi combiner les deux exercices, donc prendre ce que j'ai à dire, et ensuite pour chaque vidéo, vous vous demandez c'est quoi mon insight original que j'ai envie de mettre à l'intérieur. Et ensuite, vous avez la dernière approche qui est l'approche du cocon SEO. Et cette approche, l'idée, c'est de vous créer une base pour votre chaîne YouTube, une sorte d'assise. Moi, voilà, j'ai créé une assise de peut-être j'ai fait cette technique jusqu'à ce moment-là. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai fait pendant peut-être un an, peut-être, je sais pas, ou 6 mois, peut-être, je sais pas, 40, 50 vidéos dessus, sur cette approche de cocon SEO. Donc, c'était pas forcément des vidéos très fun à faire, les vidéos que j'avais le plus envie de faire, mais c'était des vidéos qui étaient les plus recherchées. Et grâce à cette approche que j'ai eue au début, ma chaîne YouTube a pris rapidement des abonnés. Et encore aujourd'hui, c'est ces vidéos-là, comme je vous le disais, qui me rapportent le plus d'abonnés encore aujourd'hui. Donc c'est bien de vous créer comme votre socle de base et ensuite vous pourrez développer sur d'autres sujets que vous avez vraiment envie d'aborder. Donc, moi ce que je peux vous recommander maintenant dans la priorisation de vos vidéos, faites toujours les vidéos fondamentales sur votre domaine en premier. Donc là par exemple, clairement, si je commençais une chaîne YouTube de 0 sur la prise de notes, je ne ferai que des vidéos sur how to... justement, moi, je ferai des vidéos donc, sur la lecture et la prise de notes. Je ferai toutes ces vidéos-là. Les meilleures applications de prise de notes, les meilleures applications de prise de notes pour iPad, pourquoi telle application de prise de notes est pourrie, en essayant de reprendre donc Evernote, Notion, parce qu'on a vu que c'était les noms d'applications les plus utilisés. J'essaierai en fait de surfer sur ce que les gens recherchent aujourd'hui. Pareil sur lire, du coup comment lire plus vite, comment utiliser l'IA dans son note-taking, ou genre
arrêtez de prendre des notes, utilisez l'IA à la place, etc., etc. Donc toutes ces vidéos-là, voilà, je les ferai. Voilà, carrément avec même des titres en mode question, hein, des titres en mode comment en fait lire plus rapidement, si technique, etc. Et, donc, commencez par ces vidéos pour vous créer votre assise, si vous voulez, sur YouTube. Donc, je vous propose, si vous voulez, de mettre pause dans cette masterclass, ou bien d'y revenir plus tard, et de faire ces protocoles-là. Donc, ayez votre liste de 100 sujets, et ayez vos 20, disons, premiers sujets que vous aborderez sur votre chaîne, qui sera en fait votre fondation sur les choses que se demandent le plus les gens. Voilà. Écoutez, on a fini cette partie, avoir des idées de vidéos, j'espère que c'était clair pour vous. Et l'output final, vous pouvez soit le présenter sous la forme d'un tableau Excel ici, soit d'une base de données Notion, comme on l'a vu, soit sous la forme d'une carte mentale, comme moi j'avais commencé à faire en dessous, ou soit sous la forme d'une liste voilà, dans votre logiciel de prise de notes. En fait, peu importe, mais vous pouvez choisir en fait, le truc qui résonne le plus avec vous, ou bien carrément des post-it sur des feuilles de papier si vous êtes un peu plus créatif. Maintenant qu'on a nos idées de sujet et notre méta-organisation, l'idée, ça va être de rentrer dans le concret en préparant nos vidéos. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour vous expliquer ce que ça veut dire préparer ces vidéos et ce que j'entends par là, il faut que je vous explique comment fonctionne la performance des vidéos YouTube. Donc tout ce que je vais vous dire maintenant, ça se repose principalement sur un livre qui est écrit par Derral Eves, qui s'appelle The YouTube Formula. On pourrait se demander qui est Derral Eves. Derral Eves, c'est le coach de MrBeast. MrBeast, si vous le connaissez, si vous le connaissez pas plutôt, c'est le plus gros YouTuber au monde qui crée des vidéos avec des budgets de plusieurs millions par vidéo, etc. Je pense qu'il a plus de 300 millions d'abonnés, voilà. Et en fait, il a une approche de YouTube qui est très particulière, qui est la même que son coach Derral Eves, qui est que tout est metrics driven. Donc, toutes ces décisions sont faites à partir des chiffres qu'il va pouvoir avoir. Donc, par exemple, s'il décide que maintenant les miniatures, il va les faire en souriant plutôt qu'en fermant la bouche, c'est parce qu'il a publié 3 vidéos avec, 3 vidéos sans, et il a comparé le taux de clic en isolant la variable. Et il le fait super bien. Dans son livre, il explique la méthode empirique, disons, de test, d'A/B test, etc., qu'ils mettent en place dans chaque vidéo. C'est monstrueux. Donc, voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce que je vais vous dire là, c'est pas la vérité, parce que dans tous les cas, comme tout algorithme, il est biaisé, on le connaît pas, c'est une boîte noire. Et évidemment, YouTube va jamais le révéler, jamais. Il vous dira juste YouTube, faites du bon contenu, ça suffit. Ok, mais comment on optimise? Et bien ça, justement, c'est Derral Eves qui s'en est rendu compte en regardant les statistiques des plus grosses chaînes YouTube au monde, comme celle de MrBeast. Fin de la parenthèse. Ce qu'il va nous dire dans ce livre, c'est la chose suivante. Ce qui fait qu'une vidéo YouTube va être beaucoup vue, c'est 2 indicateurs. Premier indicateur, c'est le watch time. Donc quelle est la durée moyenne d'une vue pour une personne qui regarde la vidéo, et quel est le pourcentage moyen de vidéos regardées. Lui, il aurait tendance à dire, combien de personnes sont là à la fin, et du coup, de toute façon, c'est des métriques qui veulent dire la même chose globalement. Mais aussi combien de pourcents de personnes sont là à la fin. En effet, YouTube, on peut considérer que dans son intérêt, lui, c'est que les gens restent sur la vidéo parce qu'ils sont engagés. YouTube sait que les gens sont engagés parce qu'ils restent sur la vidéo longtemps, justement. Mais aussi simplement pour montrer plus de pubs pendant la vidéo. Si les gens restent, c'est une vidéo qui va lui rapporter beaucoup d'argent à YouTube. Et donc à nous aussi, en fait, ça va nous rapporter beaucoup d'argent. Voilà, c'est un très mauvais exemple. Ah oui, parce que ça, c'est pas monétisé. Très bien. Voilà, donc du coup, mon premier indicateur, c'est le watch time. Donc ça va s'améliorer dans la phase suivante, en réalité, qui va être la phase scripter ces vidéos. Je vais vous rediriger encore une fois vers un autre contenu de 46 minutes qui détaille tout sur comment créer un bon contenu, etc. Mais donc globalement, les stratégies pour améliorer ça, c'est créer un meilleur arc narratif, donner de meilleurs insights, structurer sa vidéo avec des meilleurs mots de liaison, avec des trucs qui se révèlent petit à petit, etc. Bon, il y a plein de techniques. Mais voilà, faut le faire. Mais ça, c'est dans la réalisation de la vidéo. Maintenant, il y a un truc qui vient en amont de ça, et qui est en réalité plus important encore, parce que s'il n'est pas bon, les gens cliqueront même pas sur votre vidéo, et YouTube ne montrera votre vidéo à personne. Donc même si elle est incroyable, qu'à la fin de la vidéo, vous auriez eu 50 ou 60% des gens qui sont encore là, donc ça aurait été absolument extraordinaire, mais si vous n'avez pas l'autre variable, personne ne va cliquer sur votre vidéo. Pour vous donner juste quelques chiffres ici, dans tous les cas, il y a un drop au début de la vidéo.
Mais globalement, lui, il recommande d'essayer que ce soit supérieur à 30%. Une très bonne vidéo, c'est 30% de personnes à la fin. Voilà, tout simplement. Maintenant, pour du coup, la deuxième métrique qui est la plus importante, c'est le taux de clic par impression. Donc, c'est-à-dire que si la personne est sur YouTube, c'est combien de personnes à qui YouTube propose de voir la vidéo vont cliquer dessus. Donc là, par exemple, hop, il y a, je sais pas, cette vidéo-là qui est là. Là, par exemple, je vais pas cliquer dessus. Donc là, je lui fais baisser sa statistique de click-through rate. Combien de personnes vont cliquer quand ils voient afficher la miniature et le titre. Donc quand on me propose la vidéo, est-ce que je vais cliquer ou non? C'est ça la métrique que ça surveille, et donc ça donne un pourcentage. Combien de personnes qui voient la miniature vont réellement cliquer sur la vidéo pour la regarder? Donc ça commence à s'améliorer, et vous en doutez, c'est par l'emballage de la vidéo, à savoir le combo titre-miniature. MrBeast il dit que ça devrait être au moins entre 6 et 10% sur un gros volume d'impressions. Si vous avez 1000 impressions et que vous avez 20%, bon, ok. C'est parce que YouTube vous fait pas encore confiance, vous recommande pas à beaucoup de gens. Mais voilà, sur par exemple 236 000 impressions, si on a 3,5, là c'est un peu faible. C'est-à-dire que la miniature, on pourrait la retravailler pour l'améliorer. Voir ici comment j'ai optimisé 70% de mon travail avec ces 6 outils simples. Là, je pourrais changer le titre, par exemple. Ce serait un truc très facile pour voir si j'arrive à augmenter mon click-through rate et prendre des décisions donc, basées sur les chiffres pour faire augmenter la performance de ma vidéo. Voilà. Donc maintenant, la question qu'on se pose, en fait, c'est quoi les règles, finalement, pour créer des bons titres et des bonnes miniatures? Et bien justement, Daryl Eves, là, dans son livre, il donne plein de recommandations, il montre des images, il y a plein d'images et d'illustrations et tout. Moi, j'ai même acheté sa formation en ligne derrière, qui coûte, je sais pas, 100 € après le livre, pour avoir toutes les interviews avec Mr. C'est tous les avant-après vidéos, etc. Donc voilà, moi j'ai retenu quelques trucs, mais surtout j'ai créé des guides en donnant mes notes sur ce livre à l'IA pour qu'elle résume en fait les conseils qu'il donne. Donc par exemple pour les titres, voilà ce qu'il peut donner. Maximum 100 caractères, facile à mémoriser, tension narrative, la psychologie du clic, curiosité, émotion, super à la logique, voilà, c'est que des conseils comme ça. Et après voilà, moi ce que j'ai donné aussi, c'est j'ai regardé toutes les chaînes YouTube que j'aimais bien. Et j'ai dit, voilà les structures de titres que j'aime bien. Donc par exemple, je suis allé voir des trucs sur la productivité. Par exemple, j'aimais bien cette youtubeuse que je retrouve pas. Ah voilà. Non, c'est pas celle-là. Voilà, par exemple, cette personne-là, c'était une personne qui est dans ma niche, donc qui parle aussi de productivité aux États-Unis. Et j'adorais en fait sa structure de titre, qui en fait c'est celle avec laquelle elle a fait toutes ses vues en fait. You're not something, my system for. Et j'adorais. Du coup, tu vois, j'ai dit à l'IA, voilà les structures de titres que j'aime bien. Vous n'êtes pas comme ça, ma méthode complète. Voilà. Sinon après, il y a le paradoxe. Le paradoxe qui marche pas mal, qui a un taux de clic élevé. Donc le hack de productivité ultime, procrastiner 2 heures par jour, c'est un énorme... voilà, c'est un paradoxe énorme pour les gens. C'est un truc et puis son contraire. Comment gagner plus en travaillant moins. La révélation personnelle. Comment j'ai perdu 500 heures à méditer. Le jour où j'ai arrêté d'être un Sims. Bon, là, c'est peut-être un peu plus vague, donc peut-être un peu moins convaincant en fait. Mais voilà, comment j'ai perdu 500 heures à méditer, par exemple, c'est un titre qui avait bien marché pour moi. D'un point de vue des chiffres, ça avait un bon CTR. La correction de croyances. Vous n'êtes pas bête, etc. Oui, voilà ce qu'on a vu. Les listes d'erreurs. Ça, tout ce qui est 4 quelque chose, ça marche super bien. Toutes mes vidéos les plus vues, en fait, c'est ça. C'est 6 erreurs sur Notion, 6 techniques pour lire plus vite, des choses comme ça. Donc, si vous savez pas quoi... Puis même, c'est la manière la plus simple de faire une vidéo. Vous l'avez simplement à prendre un papier et marquer 6 trucs que vous voulez dire. Vous faites une liste de 6 trucs. Ça a un rythme, ça enchaîne, les gens veulent découvrir tout. Au minima, ils skippent de partie en partie. Au maximum, ils regardent toute la vidéo. C'est les vidéos les plus simples à faire si vous savez pas scripter du contenu, quoi. Donc ça, c'est des excellents trucs, les listes d'erreurs. L'art subtil, par exemple, de ruiner sa vie. L'art de durer 30 ans. L'art de durer 30 minutes déjà. L'art de gagner plus en lâchant prise, etc. Les mots stratégiques, les mots d'émotion, les mots secrets, etc. Voilà. Et là, après, moi, j'avais identifié, c'était après un coaching avec une coach YouTube que j'avais fait. Ouais, elle m'avait donné un protocole. Les matrices de titres testés. Comment j'ai en tant de temps, vous n'êtes pas. Ouais, voilà, donc là, c'est les matrices. Et la publication, voilà. Et donc ça, c'est ce que recommande en fait Daryl Eves.
que ça doit contenir au moins un power word qui est donc ici. Arrêtez, devenez, c'est un de ces power words là, pour qu'il y ait une charge émotionnelle dans le titre, créer de la curiosité, c'est-à-dire, en fait, faut qu'il y ait un mystère, quoi, que les gens ils se disent 6 techniques pour lire plus rapidement, ou comment ou je sais pas, vous n'êtes pas lent, comment j'ai fait pour lire 2 fois plus vite. Ça attise une curiosité, tu vois, ou l'outil d'IA qui me remplace tous les autres. Ok, putain, il y a de la curiosité. C'est des trucs, voilà, en fait, parce que les gens ils cliquent parce qu'ils ont l'impression ils vont manquer un truc, ou qu'ils sont curieux, ou que voilà, ils veulent avoir une connexion émotionnelle, ils veulent passer un bon moment aussi. Tu cliques sur des vidéos d'humour, divertissement, parce que tu veux passer un bon moment, et donc, mais il faut savoir, voilà, à quel besoin ça répond, et il faut être sûr que ça répond à un besoin. Par exemple, faire une vidéo, la méthode ultime pour prendre des notes, tu vois. Est-ce que ça répond vraiment à de la curiosité? Est-ce qu'on a vraiment envie de voir cette vidéo et on va passer un bon moment? Pas forcément, finalement, tu vois. Alors que, euh, euh, je sais pas, arrêter de prendre des notes, voilà ce qu'il faut faire à la place. Plus de curiosité. Voilà. Voilà, et après l'idée c'est quand même d'avoir, du coup, si vous pouvez, un tableau Excel qui récapitule titre, miniature, avec ensuite le CTR que ça vous a procuré. Comme ça, vous pourrez voir en fait au fil du temps quelles sont vos vidéos qui ont le plus de CTR. Et ensuite, vous pourrez en fait vous améliorer par les chiffres, justement. Voilà, et ensuite, sinon, pour les miniatures, donc, bon, là, vous pourrez lire ce petit guide qui est donc dans la mind map, avec donc tous les récaps qui sont faits du livre de Déral. Je ne vais pas vous refaire la science du regard en gros, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau, il aime les compositions équilibrées. Donc, si vous avez une miniature un peu fouillie, ça va pas le faire. Il faut que ce soit clair, et qui est par exemple, une miniature coupée en 2 parties, ou coupée en 3 parties, je sais pas, en 2 tiers. Bon, voilà, faut qu'il y ait un truc équilibré en tout cas. Faut qu'il y ait du contraste dans la miniature, que ça pop aux yeux, qu'il y ait de la couleur et qu'il y ait un visage, si possible, avec une émotion. Voilà. Ça, c'est ce qui va faire le plus cliquer. Ça, c'est à peu près incontestable en fait. Et donc ensuite, bah voilà, il y a plein d'images ici. Expression forte, voilà, regard dirigé vers le texte. Euh, L'objet secondaire, ça complète l'histoire ou ça crée une tension. Faut que ce soit en relation avec le titre, mais pas pareil que le titre. C'est-à-dire que si votre titre c'est comment faire un bon système de prise de notes, vous n'allez pas remettre sur votre miniature le meilleur système de prise de notes. Vous allez pouvoir mettre par exemple une icône Apple Notes avec voilà, une croix dessus, une icône Obsidian avec un trait, mais c'est flouté, tu vois. Genre, waouh, c'est quoi cette application incroyable qui remplace Apple Notes avec marqué ensuite le meilleur système de prise de notes pour que vous. Ou comment créer un second cerveau qui retient tout, tu vois. Et du coup, avec ce contraste-là, pam, t'es attiré par la miniature, tu vois le regard, il t'intrigue, connexion émotionnelle, tu vois Apple Notes, oh putain, il y a un truc, curiosité, tu regardes le titre, waouh, attends, un second cerveau, c'est quoi? Tu cliques, tu vois. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir le truc, quoi. Faut réfléchir comme un combo qui se complémente entre le titre et la miniature pour attiser la curiosité. Euh, voilà, couleur d'accent, il faut un contraste assez énorme. Voilà, au niveau de la psychologie des couleurs, ce qu'il recommande. Et après, voilà, lui, ce qu'il recommande, c'est donc de sketcher quelques concepts euh, et ensuite éditer le truc, comme je vais vous montrer après. Et là, après, voilà, il vous recommande des typologies de miniatures et des idées. Et après, il donne des éléments pour être sûr que c'est bien optimisé. Voilà. Globalement, c'est ça les 2 guides. Donc, c'est des guides très pratiques par bullet points. Mais en fait, vous pourriez vous dire, putain, mais Elliot, c'est un peu mal écrit quand même, on comprend pas tout. Mais c'est normal, c'est parce que c'est pas pour vous. En réalité, ces 2 guides-là, qui sont à mon avis super précieux en réalité, hein, c'est peut-être le truc le plus précieux de la masterclass, ça, vous allez les donner à une IA. Ça peut être ChatGPT ou ça peut être Claude. Moi, j'utilise Claude, je vous recommande Claude tous les jours, c'est incroyable. Euh, mais vous allez créer du coup un nouveau projet dans Claude et vous allez l'appeler YouTube Bro, par exemple. Et dans ce projet, moi je l'ai déjà créé donc je ne vais pas le refaire, vous allez lui dire que c'est un assistant spécialisé en vidéo YouTube et qui va te fournir une méthode, et que je vais lui fournir une méthode pour penser à mes vidéos. Ensuite, dedans, je vais lui donner les documents que je viens de vous montrer. La miniature, là c'est exactement ce qu'on vient de voir, le titre, et puis ensuite moi j'ai refait un truc, processus pour créer un bon contenu, avec ce qu'on va voir ensuite dans la partie comment créer des bons contenus justement. Et une fois que j'ai fait ça, là c'est génial, parce que je vais pouvoir dialoguer avec lui, et il va me suggérer des bonnes idées de titres. On peut faire un avant-après. Par exemple, je veux faire une vidéo sur les meilleurs logiciels de prise de notes. Suggère, titre, miniature et angle.
Merde, je l'ai mis en concis, je crois. Bon, on verra. Donc là, on va voir. Donc Claude Normal, il me dit ces 5 apps vont révolutionner vos notes en 2025. J'ai testé toutes les apps. J'ai testé toutes les apps de notes. Voici les meilleures. Ça, c'est pas mal. J'avoue que Claude, il a fait un bon test. Et pour la miniature, split screen avec différentes interfaces, une expression faciale surprise, un effet avant-après. Ok, en réalité, c'est pas mal ce qu'il fait. Donc parce que Claude, en vrai, il est génial tout court, tu vois. Mais si on prend ChatGPT, je pense que là, il va nous suggérer vraiment des trucs cramoisis. Euh, les meilleurs logiciels de prise de notes, booster votre productivité au quotidien, c'est le truc le plus bateau qu'on peut imaginer. Alors que là, vous allez voir que là, en entraînant une IA sur nos règles, les règles que je vous ai transmises, on va pas du tout avoir les mêmes résultats. Donc là, en l'occurrence, angle. Voilà, point d'appui, bon, expérience personnelle, ok. Pour éviter l'approche générique, un angle différent, pourquoi 90% des logiciels de prise de notes vont disparaître en 2025 ? Incroyable, ça c'est un titre qui est vraiment intriguant, qui est vraiment, vraiment super. Ça crée une tension immédiate, etc. Ces logiciels de prise de notes vont mourir en 2025, voici lesquels survivront. La vérité sur les logiciels de prise de notes en 2024, 90% vont disparaître. Donc ça c'est un angle intéressant, mais on pourrait aussi lui dire, fais un angle standard et génère, standard, et génère 10 titres. Comment choisir son application de prise de notes en 2024, le guide complet. Ça, c'est un truc vraiment SEO que les gens tapent. Donc ça peut être vraiment pas mal. Vous n'êtes pas perdu, le guide... pas bof. 4 erreurs fatales dans les 5 apps de prise de notes que vous devez connaître en 2024. Ça, c'est pas mal. L'art de choisir son app de prise de notes. Limite, ça peut être un truc un peu drôle, ça. La vraie différence entre Notion, etc. Ah, c'est pas mal, ça. Ça pourrait être une vidéo qui marche très bien et qui se place dans des bons mots-clés. Donc voilà, et vous voyez que ça respecte nos critères clés, et ça va s'inspirer des structures de titres qu'on lui a données, donc ça fait généralement des très bons titres, souvent meilleurs que les trucs non entraînés. Voilà. Et pareil pour la miniature, du coup, il va vous suggérer un visage exprimant une surprise, le logo des applications, les logos qui brillent pour ceux qui vont survivre, 90% morts en 2025, affiché sur le texte, et avec un fond sombre et puis un accent rouge pour l'urgence. Incroyable. Et après, il vous propose même un hook avec un contexte, des péripéties, le climax, etc. Donc ça, c'est très bien. Et après, si vous voulez lui demander de vous aider à écrire un arc narratif ou commencer à rédiger le truc, votre vidéo avec votre YouTube Bro, vous pouvez parce qu'il a également tout le processus pour créer un bon contenu ici. Par exemple, moi, je pense que si j'avais fait ça... je pense que du coup, je lui ai demandé le titre. Donc en l'occurrence, je crois que c'était vous n'êtes pas désorganisé, voici la routine qui change tout. Ça devait être ça mon truc. Après, je lui ai proposé un plan, un template, tout ça. Voilà, il m'a aidé à créer ma vidéo, quoi. J'avoue que je sais pas exactement, je me souviens plus exactement ce que j'ai dit dans chaque conversation, mais vous pouvez vraiment, vraiment aller très loin avec lui et coécrire vos vidéos en fait avec quelqu'un qui a la bonne méthode pour faire des vidéos qui marchent. Donc voilà à ce niveau-là, ce que vous pouvez faire pour trouver donc vos combos titres miniatures qui fonctionnent grâce à l'IA, pour qu'elle vous donne des idées sur une méthode qui est relativement éprouvée, avec en tout cas une approche empirique qui est assez fiable à mon avis selon l'auteur. Donc, pour chacune de vos vidéos, vous réfléchissez à un bon combo titre miniature. N'oubliez pas, ça doit se répondre, ça doit vraiment être un tout cohérent. Voilà. Et ensuite, du coup, dans votre calendrier de publication, si vous êtes sur Notion ou sur votre carte mentale ou autre, vous marquez vos idées de titre ou le titre retenu avec le concept de miniature, voire vous faites déjà la miniature à ce moment-là du processus. Mais ça, il faut que ce soit fait en fait même avant de scripter la vidéo. Même avant de scripter la vidéo, avant de réfléchir à ce que vous allez mettre dans la vidéo, vous trouvez votre titre miniature et donc votre angle qui est en lien avec ce titre et cette miniature. Voilà pour ça. Une fois donc que vous avez votre petite miniature qui est trouvée pour chacun de vos sujets, et on va passer à l'étape suivante et on va scripter vos vidéos. Donc pour scripter vos vidéos, je ne vais pas aller trop longtemps dessus parce que c'est dans une autre masterclass que j'ai faite
qui s'appelle la méthode ultime pour créer du bon contenu. Vous avez tout qui est résumé en texte juste en dessous, donc même vous pourrez lire tout ça si vous souhaitez, avec ce que c'est qu'un arc narratif et ainsi de suite. Et, euh, et donc dans la vidéo, voilà, je vous montre, même devant vos yeux, comment j'écris une vidéo YouTube. Et cette vidéo YouTube, en l'occurrence, elle a plutôt bien performé, je crois, pour moi en tout cas. Elle a fait, non, elle a fait 6300 vues. Et on va voir du coup le watch time. Ah bon, le watch time est pas ouf. Bon, ok, d'accord, très bien. Bon, apparemment, c'est pas une super vidéo, pour YouTube en tout cas. Mais les gens ont bien aimé et il y a eu pas mal de commentaires positifs. Donc, bref, en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a donc cette vidéo, cette masterclass, euh, qui est aussi listée du coup dans la carte mentale, juste ici, qui va vous expliquer du coup comment créer un bon contenu avec l'arc narratif et en utilisant l'IA, en co-écrivant avec elle. Voilà pour le scripting des vidéos, donc je ne vais pas m'étendre plus là-dessus dans cette vidéo, parce que j'ai déjà une vidéo qui le fait. Je vous donne juste un petit conseil superflu, c'est que si vous débutez, faites vraiment des listes. Les 6 erreurs, les 6 conseils, les 4 meilleurs trucs. Faites des vidéos courtes qui répondent vraiment à des questions. Et vous lancez pas dans des vidéos trop complexes. Parce que voilà, vous avez déjà d'autres paliers à passer, peut-être le fait d'être confortable face à la caméra, le fait de créer de la régularité, de dépasser vos blocages. Tous ces blocages-là, vous allez devoir les dépasser un par un pour ensuite être confortable avec le scripting et faire des vidéos plus complexes, plus travaillées, plus artistiques. Voilà pour le scripting des vidéos. Maintenant, parlons justement de la phase suivante, qui sont les miniatures. Donc, au niveau des miniatures, ce que je peux vous recommander en termes de process, c'est d'avoir un dossier qui contient des têtes de vous. Parce que quand on fait des miniatures, en fait, l'élément qu'on doit souvent prendre en photo, c'est nos têtes. Et moi, à chaque fois, j'en avais marre de reprendre ma tête en photo à chaque fois. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi je ne créerais pas simplement un dossier dans lequel il y a plein de têtes de moi qui fait plein de trucs. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Voilà, je me suis pris en photo en faisant plein d'expressions différentes. Et du coup, mon miniaturiste, il peut reprendre les têtes qu'il veut à chaque fois pour créer des vidéos. Donc après, les têtes, je les change tous les 6 mois, 1 an. Comme ça, c'est pas trop redondant quand on regarde ma chaîne YouTube. Mais globalement, c'est ça l'idée. Vous avez une bibliothèque de têtes de vous. Et ensuite, pour le faire vraiment, ben, je trouve que mon ami Antoine BM, là, a créé un super tutoriel là-dessus. D'ailleurs, il recommande aussi de faire un dossier tête de miniature. Et ensuite, voilà, il a son dossier aussi avec Antoine qui fait différents trucs. Et après, il vous montre en fait comment est-ce qu'il fait pour créer sa miniature avec son titre, etc. Et il vous explique comment utiliser un logiciel de photos assez simple ici. Donc voilà, c'est ce que je peux vous recommander. En fait, regardez ce tutoriel et vous comprendrez les mécanismes principaux pour soit à la fois créer des miniatures, mais surtout maîtriser un logiciel basique d'édition photo. Sinon, vous avez Photoshop qui est pas mal. Voilà, je sais pas. Voilà, c'est ça en fait l'idée. Mais voilà, passez du temps sur les miniatures. Devenez bon à créer des miniatures parce que c'est ça qui encore une fois fait le succès de vos vidéos. Rien d'autre. Petite miniature. Et si vous voulez, il y a des miniaturistes qui existent. Vous pouvez les trouver sur les plateformes Malte, Fiverr, 5euros.com, des choses comme ça. Et vous pouvez donc les embaucher et ils vous feront une miniature pour 50 ou 100 euros la miniature. Certaines personnes en feront même pour 20 euros, tellement ils sont prêts à tout pour faire de l'argent. Donc voilà, vous pouvez potentiellement déléguer cette partie-là si vous avez un peu de budget. Et sinon, voilà un bon tutoriel pour vous aider à créer vos miniatures. Et ça fait des miniatures qui sont pas dégueu comme ça, ce qui est largement suffisant pour commencer. Surtout si vous faites parce que là, vous voyez, c'est pas forcément la meilleure miniature, parce que aussi, il n'a pas utilisé les conseils de Derel Yves, etc., que nous, on a vu ensemble et qu'on a donné à notre IA pour qu'elle nous conseille à partir de ces conseils-là. Donc comme vous, en plus, vous avez de base un concept de miniature qui est bon, ça va être assez facile, en fait, de la réaliser sur votre logiciel de prise d'édition photo. Donc voilà à ce niveau-là. Pas tellement plus de recommandations pour ça. De toute façon, une fois que vous avez le concept, voilà, c'est juste de l'exécution. Il faut de toute façon, voilà, un moment passer par de la technique. Et pour la technique, il va falloir, dans tous les cas, apprendre des logiciels. Donc, je vous laisse gérer ça de votre côté. Je pense que j'ai pas vraiment de valeur ajoutée à apporter là-dessus. Bien, maintenant que vous avez créé vos miniatures et que vous avez scripté vos vidéos, il va nous falloir tourner vos vidéos. Et donc pour ça, je vais d'abord vous donner ma liste d'achats et de recommandations, et ensuite des petits conseils sur le tournage pour se sentir à l'aise face à la caméra, ou en tout cas moins mal à l'aise
ce que vous sentez peut-être aujourd'hui. Donc c'est parti. Pour l'achat, les choses à acheter, dans l'ordre, ce sont le son, la lumière et la caméra. À chaque fois que vous aurez un peu plus de budget, vous pourrez acheter la catégorie suivante. Ce que je vous recommande, c'est de ne jamais acheter des choses débutantes et de toujours acheter des choses qui vous serviront sur le long terme. Parce que moi, en 4 ans, en vrai, j'ai pas vraiment changé de setup, de philosophie, de quoi que ce soit. Quand on a un truc qui marche, on a un truc qui marche et donc on le garde. Donc je vais vous présenter un petit panier Amazon pour vous donner un peu mes meilleures références que je peux vous indiquer. Si vous voulez aller dans des comparatifs pendant 800 jours, regarder toutes les meilleures caméras, les Fujifilm, les Canon, les Sony, etc., vous pouvez. Moi, c'est clairement ce que j'ai fait pour arriver sur ce choix, il y a 2 ans déjà. Mais peut-être qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles caméras qui marchent mieux, peut-être que sur vos usages, il y a des trucs qui seront mieux. Mais globalement, si vous regardez cette vidéo et que vous suivez mon guide d'achat, c'est que vous n'êtes pas très compétent, et, en tout cas en caméra. Et donc du coup, suivez mes conseils peut-être, quoi. Donc, si votre objectif, c'est pas forcément de faire beaucoup de vlogs, de reportages dehors, où vous allez marcher avec votre caméra tout en filmant, prenez la caméra Sony ZV-E10. La première génération, elle est très suffisante, ça coûte 600 € TTC, donc encore moins hors taxe. Elle est super, elle suffit tout. Moi, j'en ai 3 exemplaires pour vous dire à quel point je l'aime. Ouais, j'en ai 3 exemplaires et franchement, ça marche du tonnerre. J'ai rien à dire dessus. On peut la brancher en tant que webcam à notre ordinateur directement, donc on peut l'utiliser là pour filmer, par exemple dans des visios et autres. On peut changer les objectifs, c'est interchangeable. Et globalement, elle est très fiable, elle a plus ou moins aucun défaut, sauf qu'elle stabilise pas l'image, contrairement à d'autres caméras plus chères qui vont pouvoir stabiliser de manière optique ou numérique l'image. Enfin, numérique, elle le fait, mais optique, en tout cas, elle le fait pas. Donc, il y a certaines caméras, tu peux carrément courir avec et c'est stabilisé. Là, juste, si tu marches avec, ça tremblera, quoi. Enfin, parce que tu trembles dans tes mains, quoi. Voilà, mes ZV-E10, voilà, c'est le parfait compromis qualité-prix, ce que vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est pour la caméra. Du coup, avec cette caméra, il faut lui mettre un objectif. Et cet objectif, ça va être celui-ci, le Sony 16 mm f1.4. Et donc, pourquoi cet objectif en particulier? Parce que donc 16 mm, c'est un grand angle. Ça veut dire que, plus ou moins, si... Là, vous voyez, mon ordi, il est à un bras de moi. Ça fera à peu près le même angle. C'est-à-dire que si je me mets à un bras de la caméra, je parle et je suis dans le cadre. Donc, on peut poser la caméra sur la table et puis parler correctement. Ouais, c'est vraiment pas mal d'avoir un grand angle pour YouTube, surtout quand on n'a pas des grands studios, des grands espaces dès le début. Si vous avez un grand espace dès le début, à ce moment-là, je vous orienterai plutôt sur la même marque, en fait, la même gamme, mais c'est un Sigma 35 mm f1.4, voilà, celui-là. Non, 30 mm, voilà, celui-là. Celui-là, du coup, donc là, ça va être plutôt un objectif qui sera... c'est-à-dire que c'est un équivalent 50 mm, donc c'est un zoom. Faut le mettre à 3 mètres de soi pour qu'on puisse réussir à être dans le cadre. Mais l'autre caractéristique intéressante, c'est le f1.4, c'est-à-dire que ça ouvre assez grand, donc ça prend beaucoup de lumière, et donc en gros ça permet à ce qu'il y ait un flou d'arrière-plan. Pour faire très simple, vous savez, c'est beau sur YouTube quand on a des flous d'arrière-plan derrière nous. C'est ça qu'on aime quand on regarde une image, vous voyez, c'est parce que là, derrière il est flou, je suis un peu détaché de l'arrière-plan, je suis bien éclairé. C'est ça qui fait que l'image n'est pas dégueu alors que je suis dans une pièce qui est horrible. Donc, bon, voilà. Donc, c'est ça qui fait qu'on aime bien les vidéos et que ça fait un truc de qualité. Et donc, je peux vous recommander un objectif comme celui-ci. En tout cas, il faut que le chiffre F soit très faible. Il y a un autre super objectif sinon, c'est le 18-35 qui ouvre à 1.8. C'est celui que j'ai actuellement monté sur mon appareil. Celui-là, il est incroyable, mais il faut mettre un petit peu de prix pour l'avoir. Mais il est ouf et il est versatile, il est parfait, mais il est lourd, il est gros et il est cher. Voilà, je vais donner des petites recommandations pour les objectifs et les caméras. Maintenant, passons au son. Le son, vous avez 2 options. Moi, en vrai, quand je voyage et tout, j'utilise que ce micro-cravate-là, qui est incroyable. J'ai rien à dire de plus. Si vous utilisez un téléphone, vous pourrez prendre celui-ci. Si vous utilisez autre chose, un appareil photo ou autre, vous pourrez prendre celui-là. Mais enfin, voilà, globalement, ils sont très bien tous les deux. La marque Rode, c'est génial. Et sinon, vous pouvez prendre un Shure MV7X. MV7 USB. Voilà. Ce micro-là, donc il coûte un petit peu cher, mais ça vous fera vraiment un son studio, encore meilleur que le mien que j'ai là. Et ce qui est bien, c'est qu'il a un préamp intégré, ce qui veut dire que vous pouvez le brancher directement en USB-C à votre ordi.
et donc filmer avec. Enfin, c'est enregistrer avec sans avoir besoin d'une table de mixage. Moi, par exemple, j'ai un micro qui sort en XLR, donc c'est une sortie spéciale pour le son. Et du coup, je passe par une petite table de mixage que je vais pas débrancher, sinon vous allez plus m'entendre, mais qui passe par une petite table de mixage qui est juste à ma droite ici. Du coup, là, vous n'avez pas besoin de passer par une table de mixage. C'est relativement petit tout de même. Et ça va vous faire un son incroyable. Donc, si vous faites un peu en mode podcast, que vous voulez une bonne voix, que vous êtes vraiment sérieux, vous pouvez prendre cet appareil photo-là. Ce micro-là. Euh, voilà. Donc, voilà pour ça. Carte SD, bon, il vous faudra une carte SD. Et puis, pour finir, du coup, la lumière, n'achetez pas les trucs de débutants. Les trucs de débutants, c'est quoi? C'est des panneaux LED. Tout ce qui est panneaux LED, Neewer ou je sais pas quoi, c'est nul. Voilà. Je vais pas le répéter 15 fois, ça sert à rien. N'achetez pas ça. Ou après, vous pourrez vous en servir si vous achetez ça au début. Vous aurez une gueule horrible qui sera mal éclairée, mais au moins vous pourrez le mettre en arrière-plan pour éclairer de façon dorée ou de façon colorée votre arrière-plan, ce qui pourrait être utile dans certains cas si vous faites vraiment un studio pro. Mais globalement, si vous voulez vous éclairer vous, il faut que la lumière soit diffusée. Et un panneau LED, ça va vous faire une lumière qui est trop dure sur vous et ça va vous faire, vous savez, une peau grasse. Voilà. Il faut que la lumière soit diffusée. Donc soit vous orientez votre panneau LED contre un mur blanc, très blanc, et ensuite du coup ça va refléter vers vous. Mais auquel cas toute la pièce sera éclairée, ce qui n'est pas forcément ce qu'on veut. On veut plutôt être plus lumineux que la pièce pour faire en fait cet effet-là. Bon, actuellement je suis moche, mais tac. Ouais, pour avoir un peu cet effet-là, où la pièce est plus sombre et nous on est un peu plus éclairé. C'est un peu ça, en tout cas, l'effet que moi je vous propose de recréer, quoi. Et donc pour ce faire, il va vous falloir donc un projecteur. Donc là c'est un projecteur LED qui consomme rien, qui fait pas de bruit, qui est incroyable, qui est pas cher. Moi il a peut-être 1000 heures ou plus d'activité, il marche encore, donc voilà, je vous le recommande vraiment. Donc vous voyez, il y a un énorme LED ici, donc ça fait une très très grande puissance lumineuse. Et en plus de ça, vous allez prendre donc une softbox qui ressemble à ça à peu près. Et qui va vous permettre donc de diffuser la lumière. Peut-être cette référence c'est pas la meilleure, moi j'avoue que j'ai la Neewer. Euh, et j'en ai une de 60 cm. 60 cm, voilà, mesurez votre pièce, mais 60 cm ça va faire le diamètre de la pièce. Non, peut-être 90, voilà, j'ai peut-être celle-ci moi. Donc c'est assez grand tout de même, ça fait quand même 1 mètre de diamètre. Donc ça prend de la place. Mais ouais, celle-ci elle est vraiment vraiment bien. Et elle vous permet de vraiment diffuser la lumière. Et vous voyez, voilà, de créer exactement cet effet-là. Euh, donc d'avoir un éclairage super diffus sur la personne, comme s'il y avait vraiment le soleil qui éclairait ou une lumière d'une pièce. Et ça fait toute la différence en termes de vidéo. Voilà, j'ai fini de vous présenter les matériels que vous pouvez acheter. Maintenant, comme j'ai déjà dit, si vous avez un iPhone, vous filmez à l'iPhone. Au départ, vous achetez simplement un micro, peut-être le micro cravate ou l'autre micro Shure si vous êtes plus en mode podcast, que vous aimez bien être posé sur une table et tout. Ensuite, vous achetez en second temps la lumière. Parce que même avec un iPhone, si vous avez une bonne lumière, ça va faire un bon rendu. Et ensuite, vous achetez la caméra pour avoir enfin le rendu final. Et si vous n'avez pas une très belle pièce derrière vous, pas un très bon décor, vous pouvez vraiment l'améliorer facilement avec un panneau LED. Voilà, avec un petit panneau LED comme celui-ci. Qui est donc sur batterie ou sur chargeur, je sais plus, mais en tout cas qui est RGB. Donc du coup, vous pouvez très facilement voilà, coller les petits panneaux LED et du coup mettre ça dans votre champ derrière, fermer vos volets, mettre votre lampe sur vous, votre grosse softbox, et puis mettre derrière en arrière-plan une lumière comme ça, par exemple la couleur d'accent que vous choisissez, rose, orange, vert, peu importe. Et du coup, vous aurez une ambiance vachement sympa qui va se créer. Donc ça peut être une très bonne astuce aussi pour améliorer ça. Et si vous voulez encore plus améliorer votre éclairage, il va vous falloir donc votre softbox qui vous éclaire vous, et ensuite un truc qui vous éclaire l'arrière de la tête pour vous détacher de l'arrière-plan. Et auquel cas, vous pouvez prendre un petit panneau LED blanc. Voilà, un petit panneau LED comme ça, éventuellement, mais voilà, c'est vraiment pas l'idéal. Mais globalement, voilà, on peut dire que c'est ça. Et du coup, vous pouvez le mettre en doré, par exemple, ce panneau LED. Et du coup, il va vous éclairer l'arrière de la tête en doré. Il est derrière vous, derrière votre chaise. Devant, vous avez votre softbox. Et derrière, vous avez votre mini LED qui éclaire l'arrière-plan en rose, ou vert ou autre. Et là, vous aurez le meilleur setup que vous pouvez avoir en termes d'éclairage. Si on prend ces setup 3 points. Ouais, voilà, en gros, c'est ça. T'as la key light, la backlight qui t'éclaire à l'arrière de ta tête,
Et t'as la Fill Light, mais du coup, vous n'en avez pas besoin parce que la softbox est très grande et elle se rapproche de vous. Et après, en plus de ça, vous allez avoir la, la lumière practical qu'on appelle en arrière-plan. Voilà, voilà. Donc voilà au niveau du setup. Bon, je vous ai fait vraiment un cours en 10 minutes, mais il y a des formations de 2 heures, 3 heures, 5 heures là-dessus et des milliers de vidéos YouTube, donc c'est compliqué aussi de faire un truc plus précis. Maintenant, pour passer au tournage, moi, ce que je fais avant chaque tournage, c'est je m'ancre, je respire, je fais des vocalises, peu importe lesquelles en réalité, juste voilà, j'échauffe ma voix, je me sens bien. Généralement, ce que je fais ensuite, c'est que je reprends tout mon script et je me le relis dans ma tête, je me le repasse pour que la vidéo soit fluide, en fait, que je sois pas en train de galérer sur ce que je dois dire pendant le tournage, mais que je puisse me concentrer sur avoir le bon ton, la bonne intonation, etc. Par exemple, vous voyez, c'est pas ce que j'ai fait pour cette vidéo-là aujourd'hui, parce que un événement client demain, enfin, ouais, je suis pressé. Du coup, je galère un petit peu, je bute, etc. Mais c'est uniquement parce que j'ai pas fait cette phase de préparation. Et donc, c'est ça que je vous encourage à faire. Vous relisez tout votre script, vous vous centrez, vous faites des vocalises, vous ancrez, vous méditez un petit peu. Et ensuite, vous y allez tout simplement, quoi. Et voilà, les conseils, c'est toujours mieux que ce qu'on pense. Voilà. Donc, parfois, il faut juste accepter qu'on bute sur des mots et c'est tout à fait OK. Et, euh, et voilà, imaginez que vous parlez à un ami, tous les conseils de base, mais le mieux, c'est centrez-vous, sachez ce que vous voulez dire. Et si au début, vous devez faire beaucoup de montage, et donc avoir un rythme très assuré, c'est tout à fait OK. Moi, au début, si on me regarde mon tournage, ça aurait fait, je regarde mon script, je lève ma tête et je dis, connaissez-vous Sherlock Holmes, ce fameux détective qui avait accès à sa mémoire illimitée dans son cerveau? Je fais cette phrase, je regarde mon script, OK. Si vous ne le connaissez pas, vous passez à côté de quelque chose. Car, et vous voyez, c'était vraiment ça mon truc. Je lis mon script, je lève ma tête, je dis ma phrase. Du coup, à la fin, il y a peut-être 40 minutes de rush pour 5 minutes de vidéo. Parce qu'évidemment, je dis les phrases plusieurs fois, je bute, etc. Et puis petit à petit, ça s'est un petit peu fluidifié. Et aujourd'hui, simplement sur des bullet points, je peux parler sans buter tellement et en ayant un ratio de chute en termes de montage qui est assez faible. Mais au début, n'hésitez pas à commencer en phrase par phrase et n'hésitez pas aussi à vous créer une sorte de sous-personnalité. C'est-à-dire que si vous avez envie de parler de manière très posée, en utilisant des mots relativement complexes ou intéressants pendant que vous exprimez, alors que c'est pas ce que vous faites à l'oral quand vous parlez à des amis, c'est tout à fait ok et vous pouvez prendre cette voie-là. Donc peut-être créez-vous voilà une sous-personnalité, n'hésitez pas à marquer beaucoup de pauses. Et puis petit à petit, ça va venir quoi. Même moi, la première vidéo, si on regarde, j'ai pas du tout un bon rythme, une bonne élocution, etc. Aujourd'hui, ça tend à s'améliorer, en tout cas, c'est ce que je crois. Sauf quand là, je fais des vidéos comme ça, masterclass, un peu plus spontanées. Euh, mais globalement, c'est un truc qui s'acquiert avec le temps, et c'est pas un truc inné. Et bon courage, c'est ça mon message. Et enfin, pour la dernière partie de cette vidéo, je vais vous donner tous mes meilleurs conseils pour le montage. Donc, premier truc, c'est peut-être sachez faire le montage avant de le déléguer. Parce que si vous ne savez pas faire le montage, vous allez toujours vous faire bananer. Un monteur va vous dire ça me prend 10 heures de monter une vidéo, alors que moi qui ai déjà fait du montage, je sais que si c'est un bon monteur qui est efficient, qui a les bons raccourcis clavier et tout, il va la monter en 1h30. Et donc vous prenez 8h30 de prestation freelance dans la gueule, ce qui n'est pas du tout bon pour vous. Donc voilà, sachez faire le montage avant de le déléguer, même si vos premières vidéos sont moins bien montées. Voilà, faites le montage. C'est le seul truc que je peux vous dire. À un moment, c'est un métier. Il y a des gens qui passent 5 ans à faire des études pour apprendre un métier. Là, on fait une vidéo d'1h30. Après, va falloir apprendre le logiciel pour faire les miniatures, le logiciel pour faire le montage et le logiciel pour s'organiser. Voilà, c'est tout. Il faut apprendre, il faut passer du temps à se former. Et donc, voilà, ne coupez pas à travers ça. Du coup, comment vous pouvez monter donc, les logiciels gratuits et simples, ce sont CapCut et DaVinci Resolve. CapCut, honnêtement, je suis de plus en plus surpris par ses fonctionnalités, par sa facilité d'utilisation. C'est vraiment un bon logiciel. Il va vous coûter un abonnement mensuel si vous voulez faire des options un peu avancées, mais ça vaut le coup. Et il y a des très bons logiciels, des très bons tutoriels sur YouTube. Et il est vraiment pensé résultat. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de logiciels, genre Premiere Pro ou autre,
où vous allez avoir plein de fonctions, mais c'est pas un bouton pour cliquer pour avoir le résultat. Non, il faut que vous le fassiez manuellement. Alors que là, CapCut, il y a plein de presets qui sont déjà enregistrés pour vous faire avoir des résultats directs. Et donc, ça peut au début vous aider énormément. Deuxième option, c'est DaVinci Resolve, gratuit aussi. Honnêtement, ça va devenir une référence du marché dans les années à venir. Moi, j'utilise depuis 4-5 ans, ça marche très bien. Et sinon, si vous voulez payer, il y a Final Cut Pro sur Mac et Premiere Pro sur Windows. Mais honnêtement, je vois même plus l'intérêt de Premiere Pro par rapport à DaVinci Resolve. Donc voilà, moi j'utiliserai CapCut ou DaVinci Resolve ou Final Cut si vous avez un Mac et que vous voulez payer pour ce logiciel. Voilà, moi je réfléchirais à comment est-ce que vous pouvez faire le moins de montage possible dans votre vidéo. C'est-à-dire que concentrez-vous sur l'essence de ce que vous avez à dire et soyez bon, quoi, tout simplement. tout simplement. Et voilà, et puis peut-être dernier truc, c'est le plus vous regarderez de vidéos YouTube, le plus vous serez attentif à comment ils montent leurs vidéos, le plus simple ce sera pour vous. Moi, si mes premières vidéos YouTube sont relativement bien montées, c'est parce que j'ai simplement copié un YouTuber que j'aimais bien en observant son style. J'observais qu'ok, il faisait des trucs de transition, il faisait tel effet avec ses titres, etc. Du coup, j'ai essayé de recopier la même chose, j'ai regardé des tutos pour faire ça de manière très spécifique, et j'ai appris uniquement l'essentiel qu'il me fallait pour publier mes premières vidéos de manière correcte. Mais si vous êtes devant le logiciel de montage et vous n'avez aucune idée de ce que vous voulez accomplir, vous n'avez même pas de DA, rien, ça va être extrêmement compliqué. Donc voilà, moi ce que je peux vous recommander, c'est regarder des vidéos YouTube, ayez une DA déjà définie, avant de vous attaquer au montage, parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez réaliser, et qu'en plus vous ne connaissez pas le logiciel, ça va être impossible pour vous de réussir. Quelques petits conseils supplémentaires avant de terminer cette masterclass. Le premier, c'est donc aller regarder du YouTube. Vous faites du YouTube, donc il faut que vous soyez dans YouTube. Prenez-vous 30 minutes par jour, vous allez regarder des chaînes YouTube concurrentes, etc. Et notez non seulement voilà, le contenu, les sujets qu'ils traitent, les titres, etc., mais aussi la DA. Par exemple, moi, mes premières vidéos, il y avait beaucoup de dessins comme ça que j'avais ajoutés. Voilà, de petites infographies comme ça. Parce que c'était un truc que j'adorais. Il y avait un autre YouTuber qui faisait des trucs à peu près similaires. Et j'adorais quand il y avait des choses à l'iPad. Et en fait, du coup, le truc, c'est que c'est super simple à illustrer. Si on reprend par exemple ça, voilà, c'est de l'écriture qui est incroyablement bien animée, etc. Mais c'est juste moi sur mon iPad qui dessine. Et ensuite, j'envoie le truc à mon ordi et j'arrive à l'incruster dans mon logiciel de montage. Donc c'est super simple en fait pour moi de créer ce type d'animation là. Et ça a l'air très quali. Et donc je pense que c'est pareil pour vous. Regardez les chaînes YouTube que vous aimez bien. Comprenez comment ils illustrent. Si c'est avec des images d'archives, des images d'eux qui s'illustrent en train de faire l'action. Si c'est justement des trucs un peu iPad, des infographies. Et essayez de reproduire pour vous créer une propre DA. Laissez-vous inspirer par d'autres contenus sur YouTube globalement. Ensuite, autre point que je voulais voir avec vous, c'était un petit peu, YouTube, c'est du long terme. Rien à dire. Si on va voir mes données d'analyse au niveau des abonnements, qu'on met sur... abonnements, voire plus, voilà. Si on prend depuis toujours... Ok, non, on va juste... Voilà. Depuis toujours, voilà. On remarque que la courbe... Voilà, elle est pas évidente en fait. Il y a... Alors voilà, va rentrer, voilà, c'est ça. Voilà. Si on regarde cette courbe, en fait, moi du coup j'ai commencé à publier en octobre 2020. Voilà, il y a 4 ans donc. J'avais 50 abonnés. Pour avoir 1000 abonnés, j'ai mis jusqu'en avril 2021. Donc j'ai mis en gros 6 mois à avoir 1000 abonnés. Et je publiais 2 fois par semaine à l'époque. Et dès que je publiais sur tous les groupes, je faisais des posts LinkedIn, des posts Facebook, dans tous les groupes Facebook, j'envoyais à des amis, je bombardais. Je faisais des posts sur mon blog pour essayer de les reposter, enfin, j'étais à fond quoi. 6 mois pour avoir 1000 abonnés. Et ensuite, à la fin de l'année, j'avais acquis à peu près 10 000 abonnés. Si on regarde, voilà, je les ai atteints le 13 février ou je sais pas quoi. Donc 1 an plus tard pour avoir les 9000 abonnés suivants. Et aujourd'hui, oui, c'est vraiment une courbe linéaire, quoi. Il n'y a pas d'exponentiel. Voilà, c'est pas comme un réseau comme LinkedIn ou Instagram qu'on peut hacker, entre guillemets, en étant vraiment bon. Là, c'est un réseau, il faut partir du principe que ça va prendre longtemps. Et qu'il va falloir 4 ans pour atteindre 39 000 abonnés. Et que moi, ma courbe, elle est linéaire. Je prends en moyenne 800 ou 1000 abonnés par mois. Non, plutôt 400 ou 1000 abonnés par mois. Et c'est linéaire. Donc, YouTube, il faut se dire, si vous êtes dessus, c'est parce que vous aimez ce processus de création.
que vous aimez partager, que vous vous sentez à l'aise et que vous aimez la plateforme. Sinon, ça sert à rien, honnêtement. Parce que vous ferez jamais des bonnes vidéos, vous passerez jamais le temps suffisant, etc. Donc voilà, c'est juste un petit message d'encouragement, ça prend super longtemps, c'est normal, et vous n'aurez pas des performances de vues extraordinaires dès le début. En revanche, si vous faites bien le travail de SEO dès le début, comme on l'a vu, et bah vos vidéos les plus vues, ce sera vos premières, qui auront un grand nombre de vues grâce au SEO, parce que les gens rechercheront et que vous répondrez à des problèmes réels. Voilà. Bon bah voilà, je crois que cette masterclass est maintenant terminée. On a vu donc comment créer une méta-organisation avec une liste d'idées, une vue projet, Kanban, et puis également un calendrier de publication. On a vu comment avoir des idées de sujets, comment les vérifier avec le SEO, comment préparer ses vidéos avec le meilleur combo titre miniature, comment scripter ses vidéos avec une masterclass complète de 45 minutes, sachant que vous avez une autre masterclass complète de 50 minutes sur comment générer des bons insights, avoir du bon contenu à donner dans vos vidéos. Ensuite, on a vu comment créer des miniatures, comment monter ces vidéos également, même si on a été très succinct, parce que c'est à vous de vous former sur ces outils-là que vous choisissez d'avoir, et à vous de trouver votre patte graphique. Moi, je ne peux pas vraiment vous aider là-dedans. Et ensuite, pour le scripting et le tournage, pour le setup et le tournage, je vous ai dit quoi acheter, quand acheter, et puis également des conseils de tournage qui peuvent peut-être vous être utiles, parce que c'est confrontant de se retrouver face à une caméra. Voilà. Et bien, j'espère que cette masterclass sur YouTube vous aura plu. Moi, je vous souhaite une excellente journée.